Nous sommes en 2025, je pense que vous avez remarqué, mais c'est important de rappeler cette date parce que, surtout pour le sujet dont on va parler, puisque ça fait déjà 20 ans que la loi handicap a été adoptée. Un texte important qui portait un grand espoir, celui d'une société plus inclusive, plus accessible, où chacun aurait sa place. Bref, tout ce qu'on veut. Alors bien sûr, en 20 ans, il y a eu des avancées. Heureusement, des logements adaptés, des politiques locales engagées, des partenariats solides entre acteurs. Mais soyons honnêtes, le quotidien nous le rappelle, il reste encore beaucoup d'inégalités et l'inclusion n'est pas une réalité pour tout le monde. Alors c'est justement pour en parler qu'on est réunis aujourd'hui autour de cette table. On a celles et ceux qui agissent concrètement tous les jours, les associations, les collectivités, les bailleurs sociaux. Et ensemble, on va faire le point, partager des réussites, mais donc regarder aussi en face les défis qui restent à relever. Bonjour à toutes. Je vais commencer avec Cindy Maupillier. Vous êtes chef de projet handicap logement. Doane Lebel, vous êtes directrice du logement et de l'habitat à la ville de Paris. Et Véronique Liétard, vous êtes chef de projet action sociale chez Villogia. Bonjour donc. Vous pouvez prendre votre micro si vous voulez. Cindy Maupillier, on va commencer avec vous. À l'APF France Handicap, vous portez depuis longtemps la voix des usagers, 20 ans après la loi. Quel bilan vous pouvez tirer sur le logement ? Eh bien, bonjour à tous. Effectivement, la loi 2005 a été vraiment un point de repère essentiel en termes d'accessibilité dans l'évolution du coup de notre société. Cependant, le bilan reste contrasté en ce qui concerne le logement, puisque la loi Elan nous a rattrapés en 2018 et à la place des 100% de logements accessibles dans le parc neuf, aujourd'hui, seuls 20% sont demandés et contre 80% de logements dits évolutifs. Évolutifs, c'est-à-dire adaptables avec des travaux simples et à moindre coût. Cependant, c'est pas si bien défini que ça. Et puis, du coup, c'est un peu compliqué sur cette mise en application. Et puis, 20% de logements accessibles, réellement accessibles, qu'est-ce que ça signifie lorsque, finalement, on se rend compte que la norme et la réglementation de construction autour des logements PMR, donc personnes à mobilité réduite, tolèrent certains ressauts, par exemple, ou certains espaces qui ne sont pas accessibles à tous, en fait. Et ça, c'est une vraie problématique. On peut donner des exemples, mais c'est vrai que un simple ressaut de 2 cm toléré par la loi pour accéder à sa douche fait que pour certaines personnes, c'est une incapacité à rentrer et à utiliser cette douche. Ce qui est une entrave à la vie de tous les jours, tout simplement. Donc là, c'était plutôt le côté négatif. Est-ce que vous avez quand même pu voir des avancées malgré donc ces limites ou ces difficultés rencontrées ? Oui, bien sûr. Alors effectivement, il y a une vraie évolution dans la société, une vraie prise en compte aussi de l'accessibilité des acteurs. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. C'est important. Il y a une vraie pensée collective qui avance. Et pour le coup, on a vu naître récemment des dispositifs, par exemple, d'habitat inclusif, qui viennent là répondre à un besoin et qui répond aux personnes qui pourraient à la fois vivre dans un logement autonome, tout en ayant finalement un cadre qui les rassure. Voilà. Et ça, c'est des éléments d'évolution qui sont hyper importants. Et puis, on a vu aussi apparaître récemment dans des concours de maîtrise d'œuvre sur de la construction neuve la volonté d'intégrer cette qualité d'usage qui permet justement d'aller au-delà de la norme PMR dans la construction et de rendre des logements réellement accessibles. Doane Lebel, vous qui représentez la ville de Paris, est-ce que ces constats qu'on vient d'entendre je suppose que ça interpelle forcément les pouvoirs publics. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire comment, justement, la ville de Paris traduit cette ambition à travers sa stratégie handicap et accessibilité universelle ? Qu'est-ce que vous y faites ?
Oui, donc en effet, la ville de Paris a une stratégie parisienne du handicap, de l'inclusion et de l'accessibilité universelle qui est travaillée et élaborée en lien à la fois avec des acteurs de l'État, des associations, des partenaires, et qui a été renouvelée, et réélaborée à plusieurs reprises, la dernière sur la période 2022-2026. Et donc, cette stratégie, notamment, elle est déclinée en 3 grands axes, dont un des axes concerne le logement. Le logement. Voilà, et donc la possibilité pour toutes et pour tous de disposer d'un logement qui soit adapté et optimal au regard de sa situation. À Paris, c'est un défi qui est de taille, puisque on intervient principalement sur du bâti ancien, principalement en transformation de l'existant, puisque on est une ville, comme vous le savez, qui est dense et contrainte, et donc on n'a pas un foncier on n'a pas beaucoup de foncier libre disponible, donc on fait beaucoup d'adaptation de l'existant, et c'est pas toujours évident au regard des contraintes du bâtiment de rendre ces logements accessibles à ce qu'on dit, à la fois accéder depuis la rue jusqu'à l'entrée du bâtiment, et puis à l'intérieur du logement pouvoir se déplacer au sein du logement avec potentiellement un fauteuil, etc. Donc, et puis par ailleurs, on observe que, pour vous donner un ordre d'idée, dans notre fichier de demandeurs aujourd'hui qui représente, donc on a 300 000 demandeurs de logements sociaux aujourd'hui à Paris, et on en a environ 27 000 qui se déclarent en situation de handicap. Et donc pour faire face à ça, on a mis en place un certain nombre d'outils, à la fois pour travailler sur les attributions de logements et puis sur l'adaptation des logements. Donc sur la question des attributions, on a mis en place, notamment dans le cadre, puisque comme on a depuis 2014 une cotation qui prenait en compte les situations de handicap, mais qu'on a pu, avec le retour d'expérience, améliorer au regard notamment de l'adoption de la nouvelle cotation harmonisée pour tous les réservataires en 2024, et notamment ce qui nous a permis de faire une grille évolutive, en fait, avec 6 critères qui permettent de mieux identifier en fait la source du handicap, et donc de pouvoir attribuer des logements qui sont mieux adaptés. On a fait un travail assez fin sur aussi la qualification de cette du type de handicap dans le cadre de notre logiciel métier. Alors ça paraît très technique, mais en fait c'est assez important, puisque quand on reçoit des logements qui se libèrent des bailleurs, de pouvoir bien faire correspondre la caractéristique du logement à la situation de la personne. Et donc ça, voilà, c'est un peu... Et puis on a développé un partenariat dédié avec l'AMDPH, donc la maison départementale pour les personnes du handicap, en lien avec notre direction des solidarités, pour la désignation là sur des logements très particuliers qui sont les ULS, les unités de logement spécialisées, quand il y a besoin vraiment de matériaux spécifiques pour la vie quotidienne. Donc ça, c'est vraiment pour permettre aux personnes qui ont besoin d'accéder à des logements accessibles d'y avoir accès, et pour que ça réponde le mieux possible à leurs besoins. Ensuite, on travaille évidemment sur les logements en tant que tels, et notamment à travers des conventions en fait, qu'on a signées avec nos bailleurs sociaux, notamment nos 3 grands bailleurs sociaux parisiens, donc Paris Habitat, la RIVP et Logiciamp. Et puis d'autres bailleurs. Donc aujourd'hui, ça fait 8 bailleurs qui ont signé avec nous cette convention, et qui réaffirment un certain nombre d'engagements. Et notamment, du coup, on parlait de la loi Elan, mais du coup, avec nous, c'est 100% de logements neufs accessibles. Donc on va au-delà des... Oui. En tout cas, on n'a pas intégré le recul, on va dire, de la loi Elan dans nos programmes. Et puis, avec un engagement aussi à adapter plus rapidement les logements existants, donc avec un délai moyen de 6 mois, et puis une priorisation vraiment pour les situations d'urgence. Nos bailleurs, ils travaillent aussi sur apporter un certain nombre de services pour justement les personnes, et pour permettre à la fois que ce soit pour plus de liens, mais aussi pour apporter un certain nombre de services à la personne nécessaires à leur situation. Et on travaille, c'est ce que je disais, alors en lien avec le sujet de la cotation, à mieux qualifier les logements, parce que
c'est vrai que c'est ce qu'on disait. Parfois, on peut recevoir un logement où on se dit, en fait, il est accessible, mais finalement, on va se rendre compte qu'effectivement, juste avant l'ascenseur, il y a 2 centimètres qui font qu'en fait, il n'est pas si accessible que ça. Oui, qu'il n'est pas adapté à la personne spécifique. Voilà. Et c'est vrai que dans le flow, l'exercice vous savez tous, l'exercice d'attribution, de désignation des logements, voilà, on reçoit des logements, il faut que ça corresponde, il faut qu'on cherche dans notre fichier de demandeur. Donc, il y a un gros enjeu à bien connaître le parc pour s'assurer qu'en fait, il n'y a pas que le logement, mais il y a aussi tout le parcours jusqu'au logement qui permet à la personne d'être accessible. Et ça, c'est un gros travail qu'on fait aussi avec nos bailleurs. Et donc aujourd'hui, ça porte quand même ses fruits. On a environ aujourd'hui 40% du parc parisien qui est adapté. Alors, ça peut paraître faible, mais au regard du bâti, ce que je disais parisien, c'est... Et en un an, là, on a eu 1700 logements qui ont été adaptés par les bailleurs qui ont signé la convention. Voilà, et on espère continuer et peut-être, puisque ces conventions aussi vont jusqu'en 2026, pouvoir les renouveler avec d'autres et aussi intégrer d'autres bailleurs dans la dynamique. Justement, on va se tourner vers un bailleur, Villogia. Madame Liétard, on a vu le côté associatif, le côté collectivité. Vous, sur le terrain, vous y êtes, ça se traduit comment tout ça ? Alors ça se traduit effectivement par des coopérations, ça je pense que c'est le socle, c'est la base, de pouvoir être effectivement en échange, en discussion avec les partenaires, mais pas que, avec les usagers. C'est aussi cette nouvelle ouverture qu'on veut pousser aussi dans les réflexions, d'être à la fois sur le prisme réglementaire, mais pas que, mais aussi sur celui de l'usage. Vous pouvez mettre juste un petit peu plus près votre micro. Ouais. Comme ça va mieux ? Oui. Voilà, donc ça se traduit également par des conventions de partenariat sur différents territoires, puisque nous, effectivement, on a la chance d'être sur 6 territoires donc, en France. Alors, on essaie d'expérimenter des modes de faire qui vont amener un nouveau mode d'habitat, avec à la fois une pensée qui doit être aussi un peu différente et faire évoluer les pratiques à travers les sensibilisations. Est-ce que vous pouvez, puisque vous dites ça, nous donner des exemples concrets, qu'on comprenne vraiment ce que vous faites ? Là, il y a un exemple concret qui est en expérimentation sur la métropole lilloise. Donc, on a mis en place, grâce à l'APF France Handicap, des échanges inclusifs. Donc, ce sont les éclaireurs, ils s'appellent comme ça, by APF, qui viennent au contact de l'agence locative, donc au sein des agences, pour rencontrer tous les professionnels qui œuvrent au quotidien dans l'adaptation, dans l'accompagnement des locataires au sein des logements. Et le fait que ce soit un peu en décalé, c'est un peu atypique comme organisation, ça marque un peu plus aussi et les échanges sont plus fluides, on entend plus effectivement les besoins et c'est ce qui est ressorti quand on a fait un peu notre retour d'expérience auprès des collaborateurs mais pas que, auprès aussi des usagers qui ont quand même émis vraiment un niveau de satisfaction intéressant, ils ont repris confiance en eux, ils ont repris une place parce qu'on pense aussi que l'usage finalement fait partie un peu des angles morts des conceptions. Donc de pouvoir aussi avoir cette réflexion collaborative et participative sans être dans du jugement ou de dire oui, on le sait qu'il n'y a pas assez de logements adaptés, mais aussi de sortir de cette logique d'inclusion pour partir vers plutôt un logement à haute qualité d'usage pour tous. Parce qu'on ne peut pas non plus tout adapter. Je pense qu'il faut accompagner les parcours résidentiels des personnes tant dans le maintien que dans l'accès. Et il est important de pouvoir aussi mesurer l'impact des deux côtés. On est toujours vraiment en binôme sur ces sujets, et en trinôme avec les collectivités, puisque seuls on ne fait rien, et avec les associations aussi. C'est vraiment cette co-construction qui va amener à faire évoluer aussi les représentations de ce que peut être un handicap et sortir aussi du prisme handicap moteur, parce qu'il fait évidemment partie, mais on est sur tout type de handicap et ça passe aussi par la sensibilisation pour déstigmatiser, pour faire évoluer ces représentations qui aujourd'hui sont un peu cantonnées, un peu plus moteurs, même si c'est important, mais c'est d'être dans cette logique-là d'usage pour tous. Est-ce que vous avez d'autres exemples ? Alors on a d'autres exemples, effectivement, on est
en discussion aussi sur la possibilité, en tout cas, de travailler sur la plateforme handicap logement qui met en face l'offre et la demande pour essayer d'être au plus proche des besoins, d'essayer d'identifier une cartographie des besoins et se dire là il est pertinent de développer, de construire ou de réhabiliter en fonction aussi de la faisabilité technique, ça c'est aussi une contrainte financière aussi, de pouvoir augmenter l'offre de plus en plus et de pouvoir mieux accompagner finalement, mieux attribuer, mieux coopérer dans l'adaptation du parc, qui reste encore un vaste sujet. Bon, vous avez toutes les trois donc évoqué des réussites, mais on l'entend, des obstacles aussi persistants. Quels sont, selon vous, les freins les plus difficiles à lever? Doane? Au niveau des freins, oui, alors effectivement, on le voit, il y a des vraies volontés de travailler de toutes parts. Oui, ça on le voit bien. Et ça, c'est hyper important. Déjà, je pense que on va souligner les freins, mais c'est quand même important de se le dire, parce que aujourd'hui, si on veut faire évoluer les choses, il faut une synergie sur les territoires. Voilà, donc côté politique, côté des bailleurs et le côté des personnes, dont là, je suis plus le côté représentante. Mais je pense que, je le disais un peu tout à l'heure, mais vraiment faire évoluer cette capacité, ces normes réglementaires qui sont quand même très bloquantes aux résultats. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît indispensable. Ce côté aussi de la méconnaissance du besoin, parce que y a autant de situations de handicap que de logement. Hein. Donc voilà, les besoins peuvent être totalement différents. Et puis de lever aussi ces idées reçues qu'on a d'une personne qui, même en fauteuil roulant, nous semble complètement dépendante et qui finalement dans son quotidien est très autonome. Ça, c'est un des repères. On parlait du côté moteur, mais je pense que le côté du besoin du locataire doit être mieux identifié pour être mieux mis en lien avec l'offre de logement existante. J'ai des personnes, par exemple, nous, dans notre base de données, qui recherchent une baignoire. Et souvent, dans les logements, la première idée, c'est on va mettre une douche. Voilà, systématiquement. Alors qu'en fait, voilà, on a des personnes qui ont vraiment besoin d'une baignoire pour pouvoir assurer leurs soins en toute autonomie, parce qu'ils ont des techniques qui leur permettent d'être autonomes comme ça. Mais c'est marrant, vous parlez de spécificité, et Madame Liétard vient de finir sur le fait que quand même les logements soient universels, mais que donc finalement les spécificités soient incluses dans le... C'est ça. Donc c'est compliqué. C'est pour ça que c'est important de connaître le parc, de connaître les logements, parce que c'est là où on peut faire vraiment la mise en lien entre l'offre et la demande. Et vous le dites aussi, Doane, le fait de connaître les parcs. Prenez la parole quand vous voulez. Hein. Non, mais je pense qu'effectivement, c'est ce que je disais. L'enjeu de bien connaître son parc, et encore une fois, c'est pas seulement le logement lui-même, mais l'immeuble dans lequel il est intégré. Ouais. Ça, c'est vraiment fondamental. Et encore une fois, je le disais, en tout cas du point de vue d'une collectivité, l'exercice de la désignation dans l'attribution de logement social, c'est un exercice qui est... on a plein de garde-fous pour la transparence, la cotation, etc. Mais c'est un exercice qui va assez vite. Notamment, je ne passerai pas sur le débat, mais aujourd'hui, avec des récentes réformes, notamment de passage à la gestion en flux, donc si on désigne pas assez vite ou si la personne refuse, en fait, la collectivité perd son droit à désigner. Cette connaissance fine du logement et de est-ce qu'elle va bien correspondre aux besoins et de bien qualifier aussi le besoin de la personne, c'est pas possible. C'est vraiment fondamental, parce que sinon, on peut avoir des bonnes intentions, puis après derrière, avec parfois aussi une incompréhension. Et c'est pour ça que je rejoins ce que disait Madame, la question du retour sur les usages. Une fois qu'on puisse échanger, avoir des groupes aussi avec des personnes qui puissent faire des retours sur comment on utilise ce logement, c'est vraiment très important, parce que c'est ça qui nous permet derrière aussi d'adapter ce qu'on fait et pour nous, je le disais, à Paris, un des freins quand même, ça reste le bâti existant, c'est-à-dire que il y a des immeubles à Paris qu'on ne pourra jamais. Il faut des et on les connaît tous. On ne pourra jamais mettre un ascenseur. Donc on les a vus, oui. Voilà. Madame Nieta,
Oui, ben, aujourd'hui, c'est vrai que le fait d'être dans ce prisme usage permet quand même d'avoir une vision partagée, d'être plutôt sur des propositions de logements accessibles et confortables, mais on voit bien que ça ne se cantonne pas au seul logement qui peut être très, très beau, très fonctionnel. Mais faut-il encore que la personne puisse rentrer chez elle déjà au niveau de la résidence, d'arriver jusqu'à la résidence. Donc ça pose la question de travailler effectivement en interpartenariat pour faciliter finalement les mobilités aussi, l'emploi, pour pouvoir rendre finalement la possibilité de vivre comme tout le monde, avec les mêmes besoins. Et donc c'est pour ça que moi je prône aussi effectivement cette notion d'usage pour tous, pour ne pas être non plus dans l'hyper adaptation et donc dans l'hyper stigmatisation, chose dans laquelle j'ai envie de sortir, aussi d'emmener les équipes, et on est dans ces réflexions justement de pouvoir travailler. Voilà, par exemple les éclaireurs peuvent venir nous accompagner sur des assistances à maîtrise d'usage pour nous donner un avis, nous dire finalement, vous parlez d'autonomie, mais là, si on fonctionne de cette façon-là, moi, je ne me sens pas autonome. Et donc, c'est de faire rencontrer aussi ces notions. Je pense qu'il faut faire évoluer aussi les sémantiques. On parlait des logos, le logo à station à mobilité réduite avec le fauteuil roulant, mais on voit bien qu'il y a d'autres handicaps aussi. Donc, je pense qu'on a fait beaucoup. On va continuer à œuvrer ensemble parce que seul, on ne va pas aller très loin. Et surtout d'impliquer finalement cette capacité d'agir des usagers, de nous aider à réfléchir, à prendre de la hauteur aussi. Nous, on sait faire, on sait construire, on sait un tas de choses. Mais on ne connaît pas forcément leur quotidien. Encore une fois, sans rentrer dans une spécificité, ça j'insiste, mais vraiment faciliter l'accès. Et là, on pourra parler peut-être d'inclusivité. C'est un petit peu le sujet de l'APF. Mais moi, je me souviens d'une maman qui était venue avec son enfant handicapé à une concertation et qui disait « Mais moi, j'en ai marre qu'on parle d'inclusion. Elle est où l'inclusion, finalement, que vous proposez à la fois pour circuler dans la ville, prendre des transports, se loger, travailler ?» Et c'est vrai que ça fait réfléchir aussi en disant tiens, il faut peut-être aussi prendre de la hauteur par rapport à ça. C'est pour ça que je parlais de sémantique. Je pense qu'il y a peut-être aussi quelque chose à faire évoluer. Et en tout cas, associer dans cette pérédance aussi entre usagers, c'est parfois ça lève aussi des freins, des angoisses à changer de quartier, à changer de logement. Que sur le seul contact bailleur, c'est peut-être pas forcément toujours évident pour les personnes elles-mêmes, et peut-être qu'entre pairs, ça facilite un peu la discussion, ça ouvre en tout cas les espaces du possible et se dire oui, peut-être que je peux vivre ailleurs autrement et aussi bien, voire mieux. Et d'être bien sûr sur le volet sensibilisation, formation, puisque ça c'est important aussi de suivre aussi cette réglementation pour qu'on puisse apporter vraiment une réponse en lien avec les besoins. Oui, en tant qu'association, j'allais revenir vers vous par rapport aux personnes impliquées. Est-ce que vous pouvez répondre à cela ? Bien sûr. Oui, nous, on est à chaque niveau, et c'est le sens aussi d'APF France Handicap. C'est pas que des salariés comme ça émane vraiment des personnes en situation de handicap, de leurs besoins. Oui, bien sûr. Et on œuvre pour eux, pour leurs droits. Et pour le coup, on les implique à chaque niveau des différents projets. Donc que ce soit sur l'assistance à maîtrise d'usage, c'est un service qu'on propose, et c'est fait avec des experts, des personnes qui sont en situation de handicap, qui connaissent parfaitement plus que tout leur situation, mais celle des autres. Ils se sont intéressés aussi aux autres types de handicap, et ils sont en mesure d'accompagner sur cette thématique-là. Comment mieux construire, mais aussi en prenant en compte les contraintes aussi de superficie, voilà, en se disant comment on pense mieux un logement pour ne pas que ça coûte finalement plus cher à la base, mais que ce soit mieux pensé en termes d'usage. Ça, c'est la première chose qui est importante. Après, tout ce qui est la question de mise en relation de l'offre et la demande, donc handicap logement, ça aussi, c'est un projet qui a été monté avec les bailleurs, avec des collectivités et avec des personnes en situation de handicap. Donc on réunit tout le monde. Voilà, tout le monde autour de la table, et on réfléchit ensemble à quelles sont les contraintes de chacun et comment on peut fonctionner ensemble. Effectivement, des fois, il y a des incompréhensions, il y a des choses, mais c'est le moment en fait où on échange et on met sur la table les difficultés et on trouve ensemble des solutions. Et ça me paraît indispensable aussi.
Donc voilà, et tout ce qui est question de sensibilisation, c'est la même chose. C'est indispensable de donner du sens, en fait, de se dire pourquoi on réfléchit les choses comme ça, pourquoi nous, on arrive avec « mais attendez, faudrait penser à faire différemment », mais c'est pourquoi on le fait. Et rien de mieux que les personnes elles-mêmes pour l'expliquer. Tout à fait. Voilà. Et donc, on va aussi chez chacun des professionnels, que ce soit collectivité, que ce soit bailleur, et bien d'autres, pour expliquer le handicap et ce que ça veut dire au quotidien. Voilà. Et puis dans la mise en œuvre, ça veut dire aussi identifier des interlocuteurs un peu privilégiés du côté usager APF et du côté des bailleurs pour qu'on puisse faciliter aussi le traitement des demandes, gagner en réactivité, être encore plus efficace qu'on ne l'est aujourd'hui, je me permets quand même. Et ensuite d'être aussi dans cette... pour poursuivre cette sensibilisation avec les usagers, on a commencé à lancer des sensibilisations autour du S3A, donc sur la déficience intellectuelle par rapport à l'accueil de ces publics dans les agences. Et finalement, tout naturellement, on s'est dit, bah oui, effectivement, c'est venu des papillons blancs, en tout cas de l'association UDAPI, mais ça peut servir à quelqu'un qui ne maîtrise pas bien la langue française, qui a les phobies d'une institution ou d'un endroit public, d'une maman qui arrive avec un enfant dans les bras en train de pleurer, qui va essayer désespérément d'exprimer sa demande et le collègue désespérément essaie de la comprendre. Donc des solutions pour tous finalement. Ben oui, on est encore une fois dans cette logique pour tous et ça a même été dit par les usagers eux-mêmes. Finalement, je suis content, on me considère comme une personne à part entière, actrice de mon projet de vie et on demande à nos locataires, clients d'être acteurs de leur propre projet de parcours client. Seul, on n'y arrivera pas, il faut qu'on le fasse ensemble. Et je pense que voilà, d'être de plus en plus dans cette implication collective, une dynamique collective, c'est ce qui va faire avancer aussi et faire évoluer les représentations pour qu'on accompagne autrement et qu'on anticipe également autrement. On a 3 petites minutes pour terminer. J'ai une question et si vous avez chacune une réponse courte, quelle est votre attente numéro 1 number one, vis-à-vis des décideurs politiques dans les mois à venir, là, pour rendre le logement social vraiment inclusif. Et encore ce mot-là, on est d'accord, on n'est pas complètement dedans. 3 mots. Non, mais, chaque fois, la balle est au milieu. Non, je pense qu'on l'a un peu... nous... Voilà, en tant que collectivité, notre rôle, c'est beaucoup aussi de financer le logement social et toutes ces adaptations et tous ces projets. Et voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même une visibilité, ça va être très large, mais on a une visibilité quand même assez faible sur les budgets consacrés au logement. Et voilà, c'est pas facile du coup ça aide pas à se projeter dans la durée pour accompagner ce genre de projet qui, plus on fait dans l'adaptation fine, plus on fait du cas par cas, etc., plus ça prend du temps, plus c'est coûteux aussi. Et du coup, voilà, les collectivités, parfois, peuvent être un peu seules à porter ça. Et vous aimeriez un petit coup de pouce, voilà. D'accord. Je donne le message à votre place. À vous, Cindy. C'est complémentaire ce que j'allais dire, effectivement. Moi, je pense qu'il y a des bonnes pratiques partout sur le territoire et il faut s'en inspirer et il faut essayer de les s'aimer parce que ça a du sens. Et la demande, ce serait justement ça, d'aider les bailleurs à s'outiller pour vraiment pouvoir mettre en place ces bonnes pratiques. Message ? Voilà, je partage et effectivement de capitaliser au maximum les expérimentations qui fonctionnent, essayer de travailler de plus en plus aussi en interbailleur. Je pense que c'est important aussi d'unir nos forces et effectivement l'aspect financier, puis il faut aussi améliorer, ça c'est sûr, parce qu'on ne vit pas nos plus belles années, quoi. Très bien, merci beaucoup. Je le rappelle, donc 2025, 20 ans pour la loi handicap. C'est une sorte d'anniversaire, tout en sachant qu'il faut encore donc améliorer les choses, même si ça a beaucoup évolué en 20 ans. La conclusion est l'introduction. Merci beaucoup, mesdames. Je laisse maintenant, merci beaucoup. Je laisse maintenant la place à Vaya Drazidis, responsable du développement RH et de l'action professionnelle de l'USH, pour une remise de diplômes. Attention, les diplômes Master 2, droit immobilier et management du logement et de l'habitat social. On se retrouve à 14h. À tout à l'heure.